Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler du sujet qui fâche, pourquoi ça coûte si cher de faire de la photo argentique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est le fruit de conjectures et de réflexions personnelles, que j'ai pas plus d'informations que n'importe qui fait un petit peu de recherche sur le marché de l'argentique aujourd'hui, mais comme j'ai un business dans la photographie argentique, forcément, je m'y intéresse, mais j'ai pas la raison pour laquelle Kodak veut faire de la pellicule un bien de luxe, ou je ne sais pas pourquoi Fuji a décidé d'enterrer définitivement ses dernières émulsions argentiques, voilà. Mais malgré tout, on va tenter de réfléchir un petit peu à l'état du marché et pourquoi que ça coûte si cher aujourd'hui en 2021. On va partir d'un constat assez simple. Quand j'ai commencé l'argentique il y a presque 2 ans, j'ai acheté mon Canon A1 et son 28 mm 2.8 pour environ 110 € sur un vendeur eBay qui était vérifié, un appareil révisé et en parfait état. Aujourd'hui, le tarif pour ce boîtier avec une optique inclue tourne plus autour de 200 €, voire 300 € s'il est vraiment en excellent état. En tout cas, quand tu vas t'adresser à des boutiques ou à des sources sur eBay réputables et que l'appareil est dans le même état que celui que j'avais acheté. Moi, j'ai encore le mien. Voilà, juste ici, et il est encore en super état 3 ans après. Le Canon A1, c'est un exemple parmi d'autres, mais les prix des boîtiers ont doublé, voire triplé en 3 ans de temps, et c'est un vrai facteur de frein pour ceux qui se mettent à l'argentique aujourd'hui. Si on prend les prix des appareils photo moyen format, le constat est encore plus alarmant. À titre de comparaison, moi, mon boîtier Mamiya 645 Pro de dos et son optique de 80 mm m'avait coûté à l'époque à peu près 350 €, et aujourd'hui, pour un kit dans le même état avec les mêmes accessoires, on tourne autour quasiment des 800, voire 850, voire 1000 € chez certains vendeurs eBay et chez certaines boutiques. Donc là, c'est vraiment des prix qui ont explosé en termes de moyen format, et se mettre au moyen format aujourd'hui en argentique, c'est difficile de pas dépenser facilement 200, voire 300, voire 400, voire 600, voire 800 €, même pour les boîtiers les plus abordables. Je pense que parmi les plus abordable reste le Mamiya 1000S qui quand même est vendu entre 300 et 450 € selon l'état et les accessoires. Ça fait quand même une sacrée somme. Si on parle maintenant des pellicules, quand j'ai commencé, une Kodak Color Plus coûtait entre 3 et 4 €, on trouvait facilement de la Fuji C200 autour de 2,50 €, et un rouleau de portrait, ça se négociait selon les boutiques et selon les périodes entre 7 et 9 €. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans mon labo et j'ai regardé un peu les prix de ces mêmes références, et globalement, la Color Plus c'est de 4,90 €, la C200 elle était à 5,50 € et la Portra à 11,60 €, donc c'est une hausse considérable sur l'ensemble du range, parce que Color Plus et C200 c'est plutôt des films d'entrée de gamme, alors que la Portra est un film plutôt haut de gamme. On voit que toutes ces références ont augmenté. Dans le même temps, le prix du développement, toujours à mon labo, est passé de 6 € à 8 € sur les 3 dernières années, et ça fait quand même un coût pour une péloche plus un développement. Si on rajoute en plus le scan et ou les tirages, on est facilement à 20-25 € pour un set de pellicule de 36 images, et c'est quand même pas rien pour quelqu'un qui va faire des photos en amateur. Alors je tiens à préciser que cette hausse ne concerne pas que mon labo, et si tu vas même sur des sites de grossistes allemands ou des sites qui ont des plus gros volumes et qui proposent de la pellicule un peu moins chère, j'ai remarqué en proportion à peu près le même pourcentage de hausse sur leurs tarifs et sur leurs tarifs de laboratoire également. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche tout le marché, c'est pas simplement mon labo qui a décidé de se faire une marge de 40% supplémentaire. Le constat, je pense que tous les photographes argentiques l'ont bien en tête et sont bien rendus compte que ça a vachement augmenté à la fois sur les appareils, sur les services comme sur les consommables. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pourquoi ça a augmenté. Concernant la hausse des appareils photo, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la bête offre et demande. On a une demande qui augmente, puisque malgré tout, tous les acteurs de l'argentique se rendent bien compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à l'argentique et qui consomment du film et qui veulent tester l'argentique. Donc on a une demande qui augmente en termes d'équipement en argentique, et l'offre qui reste la même, voire qui diminue, puisque y a des boîtiers qui ne sont pas réparés, il y a des boîtiers qui ne sont pas en état, et chaque jour, dans les faits, même s'il y a des gens qui réparent et remettent en état des boîtiers, chaque jour, il y a moins de boîtiers argentiques sur le marché, soit parce qu'ils sont achetés et utilisés, soit parce qu'ils tombent en panne, soit parce qu'ils se retrouvent dans des collections ou dans des musées, des gens qui achètent des centaines d'appareils photo et qui gardent les appareils photo pour leur collection. Donc dans les faits, il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter un appareil photo et de moins en moins de gens qui en vendent.
ce qui donne un sentiment de rareté, ce qui fait monter les prix. Il y a aussi un effet de hype sur certains modèles, comme il y a pu avoir sur le AE1 il y a quelques années ou sur le A1. Aujourd'hui, c'est encore des modèles qui sont assez chers par rapport à des équivalents qu'on peut trouver chez d'autres marques. Et il y a aussi eu des phénomènes de hype un peu inconsidérés sur les réseaux sociaux, par exemple autour du Mju 2, qui est un appareil qui se vendait 99 € neuf dans sa boîte à sa sortie et qui s'est échangé sur eBay jusqu'à 200 voire 300 €, alors que globalement, c'est un petit compact tout électronique, qui a certes une excellente optique, mais qui est voué forcément à tomber en panne dans les 5 à 10 prochaines années et servir de presse-papier, puisque c'est des appareils qui sont pas du tout réparables, en comparaison d'appareils mécaniques qui vont valoir le même prix et qui eux sont beaucoup plus durables. Donc il faut aussi voir la différence entre une vraie montée des prix sur des produits de qualité et une montée des prix artificielle organisée par des influenceurs, ou en tout cas causée par des influenceurs et organisée par des vendeurs eBay plus ou moins scrupuleux qui vont profiter de l'hype sur un boîtier pour vendre des boîtiers à des prix démentiels alors que ce ne sont ni des boîtiers rares ni des boîtiers particulièrement qualitatifs. Et c'est important à retenir aussi quand on achète un appareil photo, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs aujourd'hui, notamment de vendeurs particuliers sur Le Bon Coin ou des choses comme ça, qui jouent la carte de la rareté sur des appareils photo qui sont tous sauf rares, hein. On parle quand même de production, par exemple sur le Canon A1 ou le Canon A1, des productions qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires, donc on n'est pas du tout sur des modèles rares, et il y a largement aujourd'hui sur le marché assez d'appareils photo pour que chaque photographe qui veut se mettre à l'argentique puisse trouver un, voire plusieurs appareils photo qui lui permettent de faire ses expériences. Donc cette hausse des prix sur les appareils photo, elle est réelle, mais est-ce qu'elle a un sens économique? Je suis moins sûr. Sur des modèles plus rares ou qui ont été faits à de moindres exemplaires, notamment sur les appareils moyen format qui coûtaient déjà extrêmement cher à l'époque et qui ont été édités dans des volumes beaucoup moins importants parce que destinés aux professionnels, cette hausse peut plus se comprendre parce que effectivement, il n'y a pas forcément, il y a moins de modèles et la demande reste assez haute. Donc forcément, les prix ont tendance à augmenter plus vite. Cependant, il faut relativiser quand même et garder en tête que tous ces boîtiers, même les boîtiers les plus coûteux en moyen format, pour la plupart en tout cas, restent beaucoup plus abordables aujourd'hui qu'à leur époque. J'avais été assez surpris quand j'avais fait le test de ramener à l'inflation le prix d'un Canon 1, donc prendre le prix en yens à sa sortie, le convertir en euros et le ramener à l'inflation pour savoir combien coûterait le boîtier aujourd'hui, et si on fait cette conversion à peu près correctement en tenant compte de l'inflation économique, on arrive quand même à un boîtier qui coûterait aujourd'hui dans les 2000 €, ce qui est le prix d'un très bon boîtier numérique assez haut de gamme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on voit qu'on trouve le Canon A1 pour 300-350 €, bien équipé, il faut quand même relativiser par rapport au rapport qualité-prix qu'on a sur ces appareils photo. Ça reste des appareils photo de très haute qualité qui sont vendus beaucoup moins cher que ce qu'ils étaient vendus à leur époque, à leur sortie, et dont la plupart sont encore en très bon état de fonctionnement. L'augmentation du prix des boîtiers, ça fâche, mais c'est pas le plus important parce qu'on va pas forcément acheter un boîtier tous les 4 matins, et ça forcera peut-être certains à se limiter dans leur collection de boîtiers, ce qui est positif pour ceux qui veulent encore acheter un boîtier et qui n'en ont pas. Le sujet qui fâche le plus, c'est l'augmentation des pellicules qui est vraiment très importante depuis quelque temps, notamment chez Kodak, mais chez Fuji, c'est aussi des choses qui ont bien augmenté, sachant qu'en plus Fuji a discontinué beaucoup de ces pellicules qu'il fabriquait déjà, en plus d'augmenter les tarifs sur les pellicules qu'il produit encore. Globalement, ça fait 2 ans que Kodak, au 1er janvier, augmente ses prix entre 20 et 40% sur l'ensemble de ses produits. C'est valable pour les pellicules, mais c'est aussi valable pour les chimies qu'ils utilisent et qui sont utilisées dans les labos, ce qui explique que la plupart des labos de quartier ont dû augmenter aussi leur prix de développement puisqu'ils achètent plus cher leur chimie à Kodak. Avant ça, Fuji avait également augmenté les tarifs sur certaines références et avait supprimé aussi beaucoup de ces références de leur catalogue, là où Kodak a plutôt eu tendance à ramener d'anciennes références. On pense à la Kodak P3200 qui a été ramenée il y a 2 ans et la Ektachrome qui est sortie plus ou moins à la même époque, donc Kodak a plutôt cette tendance à vouloir ramener de nouvelles émulsions sur le marché, là où Fuji, on sait pas trop s'il y a une stratégie en fait par rapport au film. Je pense que Fuji improvise au fur et à mesure des choses, il n'a pas forcément de volonté de pousser le développement de sa branche argentique. C'est pour ça qu'on va plutôt parler de Kodak dans cette vidéo, même si on va faire un petit mot sur Fuji, puisque
Officiellement, les raisons de la hausse de la pellicule par Kodak, c'était pour financer une restructuration des unités de production et de son usine. En effet, Kodak reste un colosse au pied d'argile, avec une organisation économique très morcelée, des parties de licensing, des parties numériques, des parties de scan, tout ça est scindé en plein de petites entités économiques sur lesquelles il est très difficile d'avoir de la visibilité et d'analyser globalement ce qui se passe et quels sont réellement les gains de Kodak. Ce qui est sûr, c'est que entre 2015 et 2019, Kodak a annoncé avoir vendu 2 fois plus de films, a doublé sa production de films. Alors on pourrait se dire que une production qui double, c'est une demande en augmentation et donc ça va faire baisser les prix, mais c'est pas le cas, puisque le problème c'est que les usines Kodak et la manière de produire du film par Kodak n'est pas du tout adaptée au marché actuel. Après cette déclaration en faillite en 2012, Kodak a détruit beaucoup d'usines, il reste globalement qu'une seule usine qui est l'usine mère, et ces usines sont pensées au départ pour tourner H24 et produire du film en continu, ce qui n'est pas du tout rentable aujourd'hui, puisque dans ce cas-là on se retrouverait avec une surproduction démentielle de films, et ce serait pas possible d'écouler tout ce qu'il y a. Donc on peut supposer, là on est bien dans de la supposition, que pour créer du film photographique, Kodak lance un lot de pellicules qu'il va produire en grande quantité et qu'il va ensuite écouler sur le marché petit à petit, ce qui explique les ruptures de stock qu'on a régulièrement en Europe, et notamment qu'on a depuis la crise du Covid et du transport global dans le monde, puisque voilà, les lots vont ensuite partir et être dispatchés sur l'ensemble des grossistes. Puisqu'il faut savoir que pour lancer une unité de production comme celle qu'il y a chez Kodak, on perd facilement 2 à 3, voire 4 km de film à chaque fois qu'on arrête et qu'on lance la machine. Donc le problème, c'est que Kodak perd de l'argent et perd des ressources à chaque fois qu'il arrête ses unités de production, mais en même temps ne peut pas produire en continu, sous risque d'avoir une surproduction qu'il ne peut pas écouler. Donc Kodak doit totalement restructurer son usine pour s'adapter au marché actuel. Si tu fais attention, tu remarqueras d'ailleurs que la plupart des films qui n'ont pas augmenté, ça vient de petites unités de production de marques moins importantes comme Adox ou Foma, qui eux sont des unités de production beaucoup plus modestes et plus adaptées à la consommation et à la manière dont le marché argentique fonctionne aujourd'hui, puisque eux ce sont des marques qui ont récupéré des équipements de chez Ilford, des équipements de test. Donc en fait, c'est des machines qui servaient à faire des petits lots d'émulsion, beaucoup plus petits, qui servaient à l'époque pour la recherche et développement, mais qui aujourd'hui sont tout à fait calibrés pour la faible consommation en film, relativement à la grande époque où tout le monde faisait de la photo sur pellicule. Aujourd'hui, on est quand même sur un marché beaucoup plus petit. Donc ces unités de production sont beaucoup plus rentables, puisqu'elles nécessitent de perdre beaucoup moins de ressources et de matières premières à chaque fois qu'on les arrête et qu'on les redémarre. Alors ça, c'était surtout pour la hausse de l'année dernière, en fin 2019, début 2020. Cette année, Kodak a annoncé une nouvelle hausse, et cette fois-ci beaucoup plus obscure, plutôt liée à la situation qui s'est passée, la situation sanitaire et la crise du Covid. Et ça, c'est quelque chose qui va pas toucher uniquement Kodak, mais qui va toucher l'ensemble du marché de la fabrication de films. Récemment, par exemple, Fujifilm a annoncé la fin de la production de sa Fuji Pro 400H, qui pourtant était un film qui était encore bien consommé par les amateurs, mais aussi par les professionnels, et en général, c'est les émulsions que les fabricants essaient de maintenir à tout prix, puisqu'ils savent que c'est des émulsions qui sont encore très populaires pour beaucoup de photographes. Et Fuji a annoncé la fin de cette pellicule un petit peu à la surprise générale, en annonçant que y avait une ressource qui était nécessaire à la fabrication du film et qu'ils n'arrivaient plus à se procurer à tarif suffisamment intéressant pour justifier la production du film. En gros, s'ils voulaient la continuer, il fallait qu'ils augmentent le prix de manière exponentielle et rendre la pellicule inachetable pour beaucoup de personnes. Et ils ont préféré donc arrêter la production du film. Peut-être que cette pellicule reviendra sous une nouvelle formulation, mais pour l'instant, cette pellicule a été totalement discontinuée par Fuji. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, que nos ressources sont pas inépuisables, et que l'argentique est aussi consommatrice de beaucoup de ressources rares et compliquées à se procurer. En effet, c'est une facette dont on parle moins, mais la production de films nécessite énormément de ressources et de matières premières, qu'elles soient fossiles, pour fabriquer notamment la base des pellicules, mais également minérales et chimiques. Tout ça, c'est des choses qui s'épuisent, et beaucoup de ces ressources ont pris un prix important depuis 5 ans. Si on prend simplement le cours de l'argent, il a presque doublé en 5 ans, et forcément, sans argent, pas d'argentique. Et
Les fabricants de films argentiques sont bien obligés d'acheter de l'argent, et l'achetant plus cher, ils sont bien obligés de répercuter au bout d'un moment l'augmentation du prix de cette ressource sur leur client final. On parle de l'argent parce que c'est un exemple assez simple à prendre, mais il y a aussi beaucoup de ressources chimiques et de produits qui ne sont plus fabriqués ou fabricables, ou en tout cas plus de manière rentable, et des normes écologiques qui sont aussi très différentes, qui viennent bouleverser les chaînes de production, et notamment en termes de chimie, où il y a certains produits chimiques qu'on ne peut plus produire aujourd'hui, ce qui explique par exemple pourquoi Kodak ne pourra pas ressortir la Kodachrome, en tout cas pas sous sa formule historique, puisque ça violerait énormément de normes et de brevets environnementaux de notre époque. De plus, avec tous les événements de cette année 2020, il y a beaucoup de chaînes de production qui sont perturbées, on a beaucoup de pénuries dans beaucoup de domaines, notamment, voilà, on parle de la photo, mais en termes de photographie numérique et d'informatique, il y a également une pénurie importante de ressources premières qui empêche la fabrication de nombreux appareils, et la photo argentique n'est pas le seul domaine où on a vu des hausses délirantes de certains produits dues à ces difficultés d'approvisionnement, soit d'extraction, soit de transport, dû à la crise du Covid. Il faut penser forcément que la raréfaction de nos ressources minérales, de nos ressources de terres rares, de nos ressources premières, va avoir un impact non seulement sur la production de notre bien-aimé film argentique, mais aussi sur l'ensemble des productions de notre planète. Mais ça, c'est un autre sujet beaucoup trop vaste pour cette vidéo. Dans tous les cas, c'est un problème qui va se poser aussi pour la fabrication du film, et à moins de gros efforts de recherche et développement de la part des fabricants de films pour trouver des solutions alternatives et reformuler leurs émulsions, ça va être très difficile de maintenir des tarifs sur beaucoup de références. On parle par exemple de la Adox Scala, qui est une pellicule positive noir et blanc qui est très abordable, mais il faut savoir que l'émulsion qui est utilisée pour fabriquer cette pellicule, c'est en fait de l'émulsion congelée qu'on a conservée depuis les années 90, et qu'en gros, on utilise pour coucher la pellicule. Mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de production de cette émulsion, et il serait très certainement très difficile de reproduire cette émulsion à l'identique, étant donné les normes environnementales et les ressources actuelles, tout en gardant un tarif abordable. C'est d'ailleurs pour ça que cette pellicule n'existe pas en 120, parce que les stocks qu'ils ont, c'est uniquement des émulsions 35 mm. Donc petit à petit, Adox décongèle ce stock, mais au bout d'un moment, on va arriver au bout, et il va se poser la question, est-ce qu'on continue de faire de la Scala, quitte à augmenter le prix avec des ressources différentes, ou est-ce qu'on arrête cette émulsion? Et c'est la question qui va se poser pour beaucoup de films aujourd'hui, que ce soit chez les grands fabricants ou chez les marques plus petites. Même si les fabricants font de la recherche et développement pour trouver de la solution, ça va être quelque chose qui va être extrêmement coûteux, surtout vu la taille du marché. Les frais de recherche et développement sont des frais qui sont très importants pour les entreprises, et forcément ces tarifs-là vont être répercutés sur nous, les photographes et les consommateurs finaux. On va quand même essayer de terminer avec quelques points positifs, essayer de pas être totalement dans la dépression totale, pour relativiser la situation. Concernant les appareils, même si ça a beaucoup augmenté, le rapport qualité-prix reste très bon si on compare par rapport au prix de leur sortie, et surtout par rapport à ce qui est vendu en numérique aujourd'hui. Que ce soit en 35 mm ou en moyen format, un appareil photo numérique pour 300 € aujourd'hui, il va pas être terrible, et en moyen format c'est d'autant plus vrai, où le ticket d'entrée est toujours autour de entre 8 000 et 10 000 € pour le moyen format numérique, qui est encore plus petit que le moyen format argentique. J'ai calculé, si tu achètes un Pentax 6.7 à 1 000 €, pour arriver à 10 000 €, tu peux shooter 775 rouleaux de portrait 400, ce qui te fait à peu près 7 750 photos. Donc tu as quand même le temps de voir venir avant d'arriver à ce que tu aurais dépensé dans un appareil photo numérique qui, en plus, va avoir une obsolescence programmée et un taux de revente beaucoup moins important sur le marché de l'occasion. On voit également une nouvelle tendance des fabricants de films qui sortent maintenant des appareils réutilisables, donc en gros c'est des jetables plus qu'on peut recharger, qui sont très simples en termes de prise en main, mais qui sont aussi relativement abordables et qui peuvent être un bon ticket d'entrée pour des débutants qui veulent pas mettre 100, 150, 200, voire 300 € dans un appareil photo. Ça peut leur permettre de découvrir l'argentique à faible budget. On peut espérer que cette tendance aille dans le bon sens, qu'on sorte des appareils photo qui permettent un peu plus de réglage, qui soit tout en restant relativement abordable et sans faire exploser les prix, mais qui permettent à des jeunes photographes de s'y mettre pour pas trop cher, et potentiellement qui pourraient faire exploser un petit peu la bulle montante des prix du marché de l'occasion. Ça reste un espoir assez faible, mais pourquoi pas, si beaucoup de fabricants de films s'y mettent, ça pourrait arriver, puisque les fabricants de films savent bien que si les appareils deviennent trop chers, ils vont perdre des clients potentiels, donc ils ont tout intérêt à avoir des alternatives économiques pour attirer de nouveaux clients avec des appareils photo abordables,
en argentique. Concernant les pellicules, il y a malheureusement pas grand chose qu'on puisse faire nous en tant que consommateurs à notre échelle, puisque la balle est vraiment dans le camp des fabricants de films, et on peut espérer que pour le mieux, on trouve des solutions en termes de recherche et développement pour maintenir des coûts abordables et pour faire face à la raréfaction des différentes ressources nécessaires à la fabrication du film, et qu'on puisse fabriquer des émulsions nouvelles en accord avec les décrets environnementaux qui sont de plus en plus nombreux. Il en va de même pour les chimies et pour l'ensemble de la chaîne de production en argentique. Personnellement, j'ai pas les connaissances techniques pour creuser ce sujet aujourd'hui, mais ça peut être intéressant d'en discuter à l'avenir. On peut aussi garder en tête qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises qui travaillent sur ces questions, notamment en Europe, que ce soit Adox ou Foma, et il en va de leur survie de pouvoir travailler sur la pérennité du film, et c'est vrai qu'ils sont sur des modèles économiques un petit peu moins lourds que Kodak, qui sont pas dans des holdings et des choses comme ça, et peut-être que la solution viendra de ces nouvelles entreprises de l'argentique qui sont à plus petite échelle et qui pourront peut-être apporter des solutions plus à l'échelle du marché et plus adaptées à ce qu'est l'argentique aujourd'hui. En tout cas, sur des émulsions noir et blanc, sur des émulsions couleur, ça reste très difficile puisque ça reste une technologie de pointe très compliquée à mettre en place. Et l'expérience de Ferrania, qui voulait refaire de la pellicule couleur depuis quasiment 5 ans maintenant, qui n'a toujours pas réussi, donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et je pense pas qu'aujourd'hui, à part Kodak et Fuji, il y ait vraiment des entreprises qui soient en mesure de produire du film couleur à tarif abordable. Dans tous les cas, nous sommes vraiment à un tournant du marché de l'argentique qui a en plus été accéléré par la crise du coronavirus, puisque cette demande est en hausse depuis longtemps, il y a de plus en plus de gens qui veulent s'y mettre, et on n'a pas attendu le coronavirus pour avoir des pénuries de films chez Kodak, donc il y a quand même un travail à faire à ce niveau-là pour combler cette demande tout en gardant des tarifs abordables qui permettent que les gens puissent encore s'y mettre, puisque s'il faut dépenser 40 € ou 50 € pour faire une pellicule, forcément ça va empêcher tout un public, notamment de jeunes, de s'attaquer à l'argentique, et ça peut poser problème pour la pérennisation du marché. Voilà, en tout cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, je suis très curieux d'avoir ton avis dans les commentaires. Moi j'ai surtout fait ça pour lancer le débat et parler un petit peu de toutes ces questions qui me trottent en tête. Moi je suis vraiment très impliqué dans le domaine de l'argentique, donc c'est forcément des choses auxquelles je m'intéresse, et je trouvais ça intéressant d'essayer de mettre tout ça un petit peu en lien, de pas simplement parler de la hausse des prix de Kodak, de pas simplement parler de l'aspect écologique de la raréfaction des ressources, de pas simplement parler de la bulle des appareils d'occasion, mais d'essayer de lier tout ça dans une vidéo. Donc j'espère vraiment pouvoir lancer une discussion dans les commentaires sur ces différents aspects. Si tu veux soutenir une jeune entreprise de l'argentique, tu peux aller voir dans la description le lien vers Box Argentique, qui est un projet de box photo que je mène depuis 2 ans, qui te permet de découvrir des nouveaux films argentiques tous les 2 mois dans ta boîte aux lettres et de te former en photo via des cours et des défis créatifs en ligne. Tu trouveras le lien dans la description avec mes différents réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!